Jean-Christophe Lagarde, bonjour. Bonjour. On va parler du Conseil national de l'UDI qui s'est tenu hier, des relations avec l'UMP, des disputes intrafamiliales au sein du Front national. On parlera aussi de l'enlèvement d'otages israéliens par des Palestiniens, de la guerre en Irak peut-être, si on a un moment, qui prend une tournure plus violente. Et on va commencer, si vous voulez bien, par le Conseil national qui s'est donc tenu hier samedi à Paris et qui a décidé de la tenue d'un congrès le 15 novembre, congrès qui intronisera le remplaçant de Jean-Louis Borloo à la présidence de l'UDI. Est-ce que vous êtes candidat ? Je suis en train d'y réfléchir avec un certain nombre d'amis parce que pour moi, la question du président, elle n'est pas secondaire, mais elle est seconde. La question, je l'ai dit hier au Conseil national de l'UDI, devant nos représentants, c'est d'abord quel parti voulons-nous ? Est-ce que, comme malheureusement, depuis trop longtemps, chez les centristes, c'est un parti qui, comment dirais-je, cherche le partage du pouvoir, c'est-à-dire, grosso modo, les postes ministériels, ou c'est un parti qui cherche la conquête du pouvoir ? Moi, je suis partisan de la seconde solution. Pourquoi ? Parce que regardez la situation politique dans laquelle nous sommes, avec, grosso modo, un monde démocratique par terre en France, un PS répulsif, une UMP loin d'être attractive, et un Front national, une extrême droite qui fait peur et qui aujourd'hui pourrait accéder au pouvoir. Les logiciels politiques français sont en panne et le centre et la droite progressiste, ce que doit représenter l'UDI, c'est la seule solution que les Français n'ont pas essayé depuis 1980. C'est ça, en l'occurrence, que nous devons nous construire. Je disais hier que je souhaiterais que l'UDI se fixe pour ambition d'être le premier parti de France, pour permettre aux Français de ne pas subir, comme depuis 1981, d'alternance PS en UMP pas un vœu et pieux, UMP tout de même, vous avez en fait PS. 10% aux européennes. Et alors, c'est un point de départ, ce n'est pas un point d'arrivée. L'UDI a 20 mois d'existence. Un enfant à 20 mois, il marche, il ne court pas encore. Un enfant à 20 mois, il babille, il ne parle pas encore très bien, mais il s'organise, il se construit. Et la question est de savoir ce que nous souhaitons faire. Si c'est juste pour être la roue de secours des alternances UMP, ça n'a pas grand intérêt. Parce que je crois que les Français attendent autre chose que le remplacement des excès du PS par les excès de l'UMP. Nous avons cette capacité, je crois, d'apporter des réponses nouvelles, mais aussi des attitudes nouvelles. Regardez le PS. Le PS, c'est les idées du 19e siècle, et l'UMP, c'est les pratiques du 20e siècle. Il serait temps que nous changions les attitudes et les idées, d'apporter des logiciels nouveaux pour que la France cesse de faire du surplace. 33 ans d'alternance depuis 1980, quasi systématique. Et la France fait du surplace pendant que nos pays voisins avancent. Si nous voulons vous remettre la France en marche, ce n'est pas avec les logiciels d'hier que nous y arriverons. Ce n'est pas avec les logiciels d'hier, mais enfin, il vous faut une figure qui vous représente. Les Français aiment bien savoir à qui ils s'adressent dans chaque parti. À votre avis, quel est le bon profil pour remplacer Jean-Louis Borloo ? Nous nous étions réunis autour de Jean-Louis Borloo. Le premier profil, c'est celui d'être un rassembleur. Mais Jean-Louis a su rassembler. Et la deuxième qualité de Jean-Louis Borloo, c'était d'apporter des idées. Jean-Louis, je l'appelle comme ça, était un apporteur d'idées sur la vie politique. Je crois qu'il continuera d'ailleurs. Non pas à avoir une position politique active, permanente, mais à dire ce qu'il pense, parce qu'il a un regard... office de sage, je crois que vous l'avez nommé officiellement président fondateur de votre mouvement. Au Congrès, nous le nommerons président d'honneur et fondateur du mouvement, c'est la moindre des choses, mais... il ne se désintéresse pas de la vie politique française. Il n'y jouera plus un rôle actif. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin aussi qu'un certain nombre de personnes qui ont exercé d'importantes responsabilités, Jean-Louis en fait partie, puissent dire de temps en temps, est-ce que vous croyez que les vrais enjeux sont là ? Quand on a des débats souvent surréalistes en France, sur des choses anecdotiques, alors même que notre compétitivité vis-à-vis de l'ensemble de l'économie européenne et de l'économie mondiale est tellement plombée que le chômage ne cesse d'augmenter, contrairement aux promesses qui avaient été faites, alors même que nous dépensons aujourd'hui dans le budget de l'État comme premier budget celui de l'éducation nationale. Et quel résultat ? Un monstre d'inefficacité et d'inégalité, avec plus de 150 000 jeunes qui chaque année sortent sans aucun diplôme et aucune perspective d'entrée sur le marché du travail, avec depuis maintenant plus de 15 ans une crise du logement qui ne fait que s'aggraver, et les mesures du gouvernement ont abouti à ce que aujourd'hui on crée le moins de logements de l'histoire récente de notre pays. C'est en ce moment ils sont en train de produit détricoter d'ailleurs à ce propos la loi de Madame Duflot. C'est un grand classique de ce gouvernement. Il supprime la TVA sociale que nous avions réussi à obtenir de Nicolas Sarkozy, nous centristes, trop tard malheureusement, avant, parce que ça permet de faire payer les charges sociales par
ce qui est produit à l'étranger, et pas seulement par ce qui est produit en France. Il le supprime en juillet 2012 pour la rétablir en novembre 2012. Il décide de supprimer le conseiller territorial pour nous refaire la même chose sur la réforme territoriale. Ils avaient décidé d'alourdir les charges. Jean-Louis et moi l'avons dénoncé souvent. Mais ça veut dire quoi? Ça vous mettez un zéro pointé au gouvernement? C'est même plutôt un score négatif. Souvenez-vous quand même de cela, parce qu'il y a une surdité catastrophique de ce gouvernement. Nous avions dénoncé avec Jean-Louis, moi comme secrétaire général et comme porte-parole des députés, que le fait qu'on allait alourdir les charges qui pèsent sur ce qu'on appelle les services à la personne. Les gens qui ont besoin d'autres gens pour garder les enfants, pour aider les personnes handicapées, etc. Ils ont alourdi les charges. On leur a dit, vous allez développer le travail au noir. Le travail au noir s'est développé. Le chômage s'est développé dans ce secteur-là. Et aujourd'hui, on a un monsieur Eckert, ministre du gouvernement, qui nous dit face à la crise, nous allons abaisser les charges. Ce n'est pas face à la crise. Vous allez retirer les charges que vous aviez augmentées. Sur tous les sujets, ce gouvernement avance et recule. Je vous parlais de surplace. Eh bien, à force de faire du surplace, la France est en train de perdre toutes ses chances de pouvoir tout simplement produire, créer les emplois, créer des richesses, améliorer la vie des Français. J'imagine que Hervé Morin a aussi le profil et sera aussi candidat. Il a prononcé un discours hier qui ressemblait à un discours programmatique. Il a insisté davantage sur la crise institutionnelle que sur la crise sociale, économique, morale. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui quand il dit qu'il faut sortir des institutions de la Ve République ? En tout cas, la Ve République fonctionne mal, assurément. Je ne suis pas sûr que ce soit la crise la plus importante que nous ayons en France. Je pense que la crise la plus importante que nous avons, c'est la crise de l'offre politique. Quand on regarde le résultat des élections européennes, je suis moins frappé, bien sûr, choqué, mais pas frappé par, on s'y attendait, le score de l'extrême droite, que par les 60% de Français qui s'abstiennent lors de ces élections. Et je veux vous dire une chose, pour moi, dans ces 60%, il y a 40% de gens qui d'habitude vont toujours voter, qui vont voter aux présidentielles, qui vont voter aux autres élections. Et avec le nombre de listes, le nombre de candidats qu'il y avait, que ces gens-là n'aient pas trouvé un bulletin qui leur convenait, ça doit poser des questions à tous les responsables politiques français, et d'abord à l'UDI, à son futur président, à sa future équipe nationale, parce que ça veut dire qu'ils attendent de pouvoir tourner une page. Et c'est cette page nouvelle que je souhaiterais que l'UDI puisse écrire. Alors à propos de cette page, je vais vous parler de l'UMP, mais d'abord juste une petite question. Vous voyez M. Borloo, comment va-t-il ? Oui, il va mieux et je m'en réjouis. Il observe la vie politique, il ne souhaite pas s'exprimer régulièrement ni occuper une place active. Il vient de le faire pour soutenir notre candidat, Laurent de Gallet, qui est le maire de Valenciennes, à l'élection législative partielle que la démission de Jean-Louis a entraînée. Et nous souhaitons évidemment que Laurent de Gallet puisse nous rejoindre à l'Assemblée nationale très vite. Alors venons-en à l'UMP. Parce que vous dites que vous voulez tourner une page. Alors pour l'instant, on n'est pas en état de la faire tourner tout seul, cette page. Comme je disais, vous avez 10%, même si c'est un commencement, comme vous nous l'expliquiez tout à l'heure. On parle beaucoup d'un rapprochement entre l'UMP et l'UDI. Est-ce que pour vous, c'est indispensable dans la perspective de 2017, puisque vous avez mis ça sur la table tout à l'heure en nous parlant d'un changement qu'il fallait absolument opérer. Maintenant que les Français avaient tout essayé, il serait temps qu'ils essaient autre chose. Est-ce que vous avez besoin de l'UMP dans cette perspective là pour tourner cette page? Si je peux me permettre, le terme rapprochement est une fumisterie. L'UMP et l'UDI sont alliés. Mais depuis 2002, c'est-à-dire la création de l'UMP, l'obsession des dirigeants de l'UMP, c'était d'expliquer qu'ils étaient la droite et le centre. Et puis, avec leurs échecs électoraux successifs, parce qu'on a perdu avec ce système toutes les élections, sauf l'élection présidentielle et législative de 2007, toutes les autres depuis 2002 ont été perdues par la droite et le centre. Ils découvrent, après avoir été dépassés par l'extrême droite, qu'il y a un centre. Et alors on entend M. Fillon, M. Juppé, M. Copé, tous. Mais vous-même, vous avez parlé de coalition. C'est fantastique. Pardon, je viens de dire qu'il y avait une alliance. Donc je voudrais simplement qu'on comprenne que cette alliance, elle est naturelle, mais que l'alliance, ça veut dire aussi concurrence. L'alliance, ça veut dire concurrence. Les Français ne sont pas condamnés à ce que les alternances ne soient dirigées que par l'UMP. Et c'est ça l'ambition que je veux pour l'UDI. Alors, quelles sont les conditions que vous posez alors pour une éventuelle alliance avec Eh bien l'UMP ? Que la droite s'occupe de la droite
et je crois qu'ils ont fort à faire, parce que je pense que l'UMP ne vit pas la crise Big Malion. Il vit en réalité une crise de projet, parce qu'ils ne partagent pas le même projet politique. Ils vivent une crise de stratégie, parce qu'ils n'ont pas les mêmes stratégies d'alliance. Vous avez toute une partie de l'UMP qui souhaiterait une alliance avec l'extrême droite et une autre qui le souhaiterait avec nous. Pour nous, c'est clair, la ligne jaune de Jacques Chirac avec l'extrême droite est totalement infranchissable, et nous serons les gardiens de cette ligne jaune. Bref, ils ont une crise beaucoup plus grave, parce que pour faire un parti ensemble, il faut être d'accord sur le projet, il faut être d'accord sur la stratégie, il faut trouver un leader. Aucun des trois éléments n'est réuni aujourd'hui. Je ne donne pas de leçons, parce que le centre a connu ça. Nous n'avons pas de crise, nous n'avons que des perspectives. Nous sommes d'accord sur le projet politique, avec des nuances, mais qui ne créent pas grief. Nous sommes d'accord sur la stratégie. Oui à l'alliance avec l'UMP, oui à la concurrence au sein de cette alliance, pas de fusion, pas de confusion, que la droite s'occupe de la droite, nous nous occuperons du centre et de la droite progressiste. Il y en a bien besoin pour ouvrir justement une nouvelle page. Vous savez, j'ai pas le sentiment, autant je sens bien le rejet des Français du pouvoir actuel, il est devenu épidermique et parfois violent, autant je ne sens aucune appétence ou aucun remords ou regret ou nostalgie du pouvoir de l'UMP. Parce que vous savez, quand je vous dis alliance, pour moi, ça veut dire aussi coalition. Coalition, ça veut dire que ce n'est pas un parti tout seul qui dirige. Et quand un parti tout seul dirige, c'était le cas de l'UMP de 2002 à 2012, la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Donc on n'écoute personne, on fait que ce qu'on croit. On n'écoute jamais les centristes quand ils disent attention à la crise. Vous êtes en train de me dire qu'on n'a pas besoin de Nicolas Sarkozy, c'est Pardon, cela ? Non, je suis en train de vous dire que Jacques Chirac, vous savez, ça n'a pas donné beaucoup mieux de ce point de vue-là. On n'écoute jamais les centristes quand ils disent attention, on dépense trop, on est en train de créer une dette colossale. C'est aujourd'hui qu'on se réveille. Si on nous avait écouté à l'époque, ça aurait été plus efficace. On ne nous écoutait pas sur la TVA sociale. On ne nous écoutait pas sur la crise du logement. On vous a écouté puisqu'ils l'ont fait. Ah oui, fin 2011 pour l'appliquer après les élections présidentielles de 2012, donc elle n'est pas entrée en vigueur. Et d'ailleurs... quelle est la place, Jean-Christophe Lagarde, de François Bayrou dans votre dispositif ? Est-ce que vous êtes porteur du même message ? Écoutez, nous avons décidé avec le MoDem de créer une alliance électorale parce que nous n'avions aucune envie d'écrire la guerre des centres. C'est pas un objet, ça n'intéresse personne. Le sujet n'est pas que les centres soient en concurrence. Nous avons eu des divergences avec François Bayrou quand il a voulu se rapprocher de la gauche. Il est aujourd'hui dans l'opposition et donc ces divergences se sont estompées. François Bayrou, sa place, elle est très simple. Il est président du MoDem. Nous devons approfondir nos programmes avec le MoDem. Et puis pour le reste, vous savez, dans la Ve République, il y a une élection qui est tout à fait importante. Il l'a assez dit lui-même. C'est l'élection présidentielle. François Bayrou a dit qu'il n'était pas candidat à l'élection présidentielle. Il aura donc une place, je pense, au centre importante. Pas celle-là, et à nous de nous organiser d'abord sur le projet. Je ne crois pas que les Français à 3 ans de l'élection présidentielle soient obsédés par ça, pour répondre aussi à votre question sur Nicolas Sarkozy. Mais pardon, je voulais vous faire cette observation. Quand nous n'avons pas été entendus par nos partenaires de l'UMP, c'est parce que nous étions trop faibles. Et nous n'avons qu'à nous en prendre à nous-mêmes. Nous étions séparés, dispersés. Nous avons voulu, avec Jean-Louis, rassembler les centristes, justement pour pouvoir prendre le leadership de l'opposition, aujourd'hui ou demain. C'est en tout cas l'ambition que nous devons nous fixer. Et c'est quelque chose que j'appelle la quadrature du centre, qui doit être, à laquelle nous devons répondre, que le président futur de l'UDI, que la direction nationale future de l'UDI doit répondre à cette question que j'appelle la quadrature du centre. Qu'est-ce que c'est ? Nous avons les bonnes idées. Elles sont tellement considérées comme bonnes qu'elles finissent par être adoptées, parfois par le PS, parfois par l'UMP. Toujours mal, toujours de travers, toujours trop tard. Regardez ce qui est en train de se passer sur la garantie universelle de logement. C'est une idée de Jean-Louis Borloo, qu'il a voulu faire passer lorsqu'il était au gouvernement. La droite l'a refusé. La gauche le reprend avec Madame Duflot, elle la dénature, ça ne marche pas, ils sont en train de la retirer. Regardez ce qui se passait sur les services à la personne, alors que nous avions, c'est Laurent Hénard qui était le président de l'organisme qui gérait les métiers des services à la personne. 500 000 emplois créés ces dernières années. La gauche supprime l'organisme, est en train de se planter 90 000 chômeurs de plus dans ce secteur-là. Nous avons les bonnes idées, nous n'avons pas su trouver la recette, pour qu'avec ces idées-là, nous arrivions au pouvoir. Et pourquoi vous n'avez pas su trouver la recette ? Peut-être parce que vous êtes justement trop seul. Peut-être qu'il vous faut cette alliance avec la droite ou peut-être avec la gauche, j'en sais rien, c'est à vous de nous le dire. Pardon, Madame Pujac, ça fait 3 fois que je vous dis oui à l'alliance, non à la confusion. Alors, si on en Pardon, oui à l'alliance, non à la confusion, à la fusion. Et
l'alliance, ça veut dire la concurrence. Moi, je ne suis pas dans une alliance pour me soumettre à des dictats où celui qui tient le leadership serait le même. Alliance, non, mais c'est parce que j'essaie de bien comprendre. C'est très simple. Quand vous êtes dans une alliance et que vous vous présentez à une élection, alliance et si vous êtes devant, ça va poser un problème. c'est la même. Ben alors pourquoi ? Parce que sinon, s'il n'y a pas concurrence, ça veut dire soumission. Ce n'est plus une alliance, c'est une inféodation. Et pour la primaire de 17, vous imaginez que vous puissiez avoir un candidat en commun ? Quelle primaire ? Pardon, pas pour la primaire. Celle de l'UMP ou la vôtre. Je ne sais pas. Qui pourrait être la même. Je ne sais pas aujourd'hui si l'UMP va organiser une primaire. Je pense que l'UMP a bien d'autres soucis à organiser. Mais je vais vous dire ce que doit être l'ambition de l'UDI. En tout cas, ce qui est, à mes yeux, l'ambition de l'UDI, c'est d'avoir, et c'est bien normal, un candidat au deuxième tour de l'élection présidentielle. Quand vous vous engagez dans une compétition, c'est pour arriver en finale. C'est pas pour jouer les porteurs de valises. Le centre porteur de valises, c'est fini. Tout ça, ça veut dire donc que vous aurez un candidat pour 17 qui sera indépendant de l'UMP, ça sera un candidat centriste, c'est ce que vous êtes en train de dire. Ça s'appelle la concurrence. La nomination de Jacques Toubon aux droits de l'homme par François Hollande, vous l'approuvez ? C'est un peu l'ouverture que vous souhaitez ? Mais je trouve que c'est une bonne chose et j'ai été extrêmement choqué par les propos de Laurent Baumel disant que ça démontrait que ce gouvernement était sourd. Quand des gens comme M. Baumel marquent un tel sectarisme, Jacques Toubon, il est retiré de la vie politique depuis longtemps. Il a été un des proches de Jacques Chirac. Il dirige le musée de l'immigration depuis longtemps. Il a eu d'autres missions parfaitement neutres. Et je ne comprends pas comment on pouvait faire un tel hommage à mon ami Dominique Baudis après son décès. Il a été un acteur politique et puis ensuite il a eu des missions républicaines. Il méritait cet hommage. Je ne comprends pas comment les mêmes gens pouvaient tresser des lauriers à un mort et tomber à bras raccourcis sur Jacques Toubon, qui lui aussi a eu un parcours politique et depuis sert la République différemment. Vous savez, moi je préfère qu'on fasse des nominations en fonction de la compétence plutôt qu'en fonction de la connivence. Et quand je vois toute une partie de la gauche qui préfère la connivence à la compétence, je ne me demande pas pourquoi notre pays en est là. Alors, au Parti radical aussi, il y a un match en ce moment pour remplacer Jean-Louis Borloo, puisqu'il était président du DI, mais aussi président du Parti radical, une de ses principales composantes. Donc, il y a un match entre, d'un côté, Laurent Hénart, de l'autre côté, Ramayad. Est-ce que je peux vous demander, vous votez pour qui ? Ben, je ne suis pas radical. Non, c'est une façon de parler, je sais que vous n'êtes pas radical. Vous préférez qui, si vous voulez ? Je suis secrétaire général de l'UDI et moi, je suis là pour rassembler, et en plus dans cette période compliqué où Jean-Louis effectivement a dû se mettre en retrait, rassembler tout le monde et demain il y aura un président ou une présidente du Parti radical. C'est aux radicaux de choisir la voie. Il y a deux pistes qui sont Vous avez bien quand même une préférence parce non, que madame, le Parti radical est dans l'UDI. Je n'ai pas à avoir de préférence. Je n'accepterai pas que le Parti radical s'ingère dans l'affaire d'autres composantes et je ne vais pas m'ingérer dans leurs affaires. Il y aura un président, une présidente, une direction nationale. Je crois d'ailleurs qu'il sera très rassemblé après cette élection. Il y a un choix de personnes, il n'y a pas de drame, c'est normal. Et puis ensuite, nous travaillerons ensemble parce que construire le Parti radical, qui est une des formations politiques de l'UDI, ce n'est pas suffisant. Moi, ce que je souhaite, c'est que nous construisions l'UDI dont j'ai rêvé avec Jean-Louis Borloo quand nous l'avons créé ensemble. Alors, vous n'allez sans doute pas vouloir vous insérer non plus dans les affaires de l'UMP, mais dans la même période où vous tenez votre congrès, l'UMP tiendra le sien. Vous êtes favorable à un retour de Sarkozy ? Écoutez, je ne suis pas UMP, c'est leur affaire, c'est pas la mienne. Pardon, je crois qu'ils ont déjà... Ah, vous avez bien des préférences quand même. Vous dites Parti radical, c'est pas mon Madame, affaire. Sarkozy, c'est pas mon affaire tout de même. Non, le Parti radical, ce sera mon affaire une fois qu'ils auront fait leur choix. Vous voyez, quand les Allemands choisissent leur chancelier, je ne dis pas aux Allemands ce qu'ils doivent faire. Bon. Mais alors pour ce qui est de l'UMP, je vous ai dit qu'à mon avis, leur difficulté n'était pas de savoir si c'était Fillon, Copé, Sarkozy, Juppé ou quelqu'un d'autre. Leur problème est et ça c'est notre problème à nous, c'est d'avoir une plateforme politique commune. Ils n'ont plus de projet commun, de clarifier leur stratégie, parce qu'il ne pourra pas y avoir d'alliance avec l'UMP s'il y a un risque d'alliance avec l'extrême droite. Et une partie des dirigeants de l'UMP orientent trop, à mon goût, dans cette direction-là. Et puis, à eux de faire leur boulot. Quand on voit les croupières que l'extrême droite a taillées à la droite, je crois que la droite doit s'occuper de la droite. Pour ce qui me concerne, je vais m'occuper du centre. Alors, est-ce que, justement, on parlait de Marine Le Pen. Alors, est-ce qu'elle doit, Marine Le Pen, exclure son père du Front National ? Comment voulez-vous qu'elle exclue son père ? D'abord, je veux dire que j'ai été horrifié par deux choses, d'ailleurs, dans l'affaire de déclaration de Le Pen, notamment sur Patrick Bruel. La première chose, c'est qu'on puisse dire
même s'il en est un vieillard, même si on sait que ce monsieur a été de multiples fois condamné pour incitation à la haine raciale, qu'on puisse dire d'un chanteur juif qui fera partie de la prochaine fournée, est tellement choquant que le deuxième choc, c'est que les responsables politiques français ont si peu réagi. On aurait dû avoir des interventions beaucoup plus fortes, y compris du gouvernement, y compris des autorités de l'État. C'est un peu comme quand Madame Taubira a été traitée de chimpanzé et qu'elle s'est plainte que personne ne réagisse. On finit dans notre pays par tolérer l'inacceptable. Bon, alors, que M. Le Pen soit un raciste et un antisémite, tout le monde le sait depuis longtemps. Que son parti soit fondé sur l'inégalité entre les races, on le sait depuis longtemps. Que la fille ne puisse pas exclure son père, ça paraît une évidence. Pourquoi ça paraît une évidence sur le plan non affectif? seulement elle l'a pas exclu, mais elle dit c'est une faute politique. Je crois qu'il tient encore des rênes solides au sein de l'extrême droite. Oui, donc c'est pour des raisons politiques, pas pour des raisons affectives. Parce qu'on pourrait croire, on pourrait se dire peut-être comme c'est son père. Pour moi, Marine Le Pen, c'est le faux. Pourtant, si elle veut donner une autre image du FN, il semble qu'elle n'a pas d'autre solution que d'exclure son père et ce genre de propos. Je trouve évidemment qu'elle devrait l'exclure. Je pense qu'elle ne le fera pas parce qu'elle est le faux-né de son père. Elle est le faux-né d'une extrême droite qui se veut présentable, mais dont le projet politique est d'abord et avant tout anti-républicain. Parce que la République est fondée sur l'égalité entre les personnes, quelle que soit leur race, leur origine, leur religion, et que ça, c'est consubstantiellement impossible avec l'extrême droite. D'ailleurs, vous voyez que très régulièrement, vous avez des gens qui se sont laissés abuser par la vitrine présentable de Madame Le Pen, de la soi-disant vague bleu marine, et puis quand ils rentrent dans la boutique et dans l'arrière-boutique, ils démissionnent, ils quittent le Front National, ils quittent l'extrême droite, parce qu'ils se rendent compte que c'est un projet qui est profondément anti-républicain et profondément anti-français. Il y a un sondage qui a été publié ce matin, sondage BVA dans le Parisien dimanche, qui dit que 91% des Français ont une mauvaise opinion de Jean-Marie Le Pen. Un autre, selon le même sondage, face à Marine Le Pen, c'est Juppé qui ferait mieux que Sarkozy, Fillon, Valls et Hollande. Donc, il y a consensus en France quand même pour rejeter l'image et ce que représente Jean-Marie Le Pen. Elle aurait sans doute pas beaucoup de mal politiquement, si elle le voulait, à exclure son père. Elle ne le fera pas parce que je pense qu'il tient des choses importantes à l'extrême droite. Mais il y a quand même... elle renierait non seulement son père génétique, mais elle renierait la genèse de ce parti politique. Ce parti politique, je viens de le décrire, je viens de dire ce qu'il défend. Nous le combattons évidemment, nous, avec vigueur. Et vous savez, aujourd'hui, en réalité, la famille Le Pen, c'est une PME. Une petite entreprise qui fait de toutes les petites frustrations ou grandes frustrations françaises son fonds de commerce. Vous avez une difficulté à trouver du boulot, eh ben on va mettre ça sur le dos des Arabes ou des Noirs. Vous avez un petit problème de salaire, on va dire que c'est les patrons. Vous avez pris un PV, on vous le fait pas sauter, c'est que tous les autres en payent et pas vous. Bref, cette frustration que l'on entend dans la société française, elle n'est pas un projet politique, elle n'est même pas une adhésion à l'extrême droite. Elle est ce que j'ai désigné tout à l'heure par la crise de l'offre. C'est-à-dire que comme plus personne ne peut croire dans le Parti socialiste et que franchement l'UMP n'amène ni, comment dirais-je, nostalgie ni espoir, eh ben, on se tourne vers ceux qui permettent de râler plus fort. Si on veut cesser de râler et qu'on veut construire, l'UDI doit faire son job. C'est en tout cas ce à quoi je vais m'atteler pour faire en sorte que nous soyons en espoir. Vous me disiez 10%, c'est un point de départ, vous n'y êtes pas encore. Évidemment qu'on n'y est pas encore. Mais faut-il encore que nous construisions ce projet et que nous puissions le montrer aux Français? Alors, je crois que les Français, vous savez, pardon, juste une phrase, je crois que les Français sont beaucoup plus en avance sur la réalité de la société française que les élites politiques, médiatiques et administratives. Ils savent que de nombreux responsables politiques leur racontent des bobards ou ont des positions dans lesquelles ils ne croient même pas eux-mêmes. Il faut casser des logiciels qui ne fonctionnent plus. Les Français, parce qu'ils sont salariés, parce qu'ils sont ouvriers, parce qu'ils sont agriculteurs ou chefs d'entreprise, ils savent bien que ce qu'on leur raconte la plupart du temps de leur économie, de leur situation, de leur quartier, à la télévision et à la radio, ce n'est pas vrai. Et donc cette France, elle a pris de l'avance sur ses élites. Aux élites de rattraper, en tout cas c'est l'objectif que je fixerai à l'UDI. Vous dites que le FN c'est une entreprise familiale, mais enfin qui vit des remous internes, puisque le père et la fille s'envoient maintenant... Ils finissent toujours par s'arranger. Est-ce que ces remous... Il y a trop de profits à en tirer pour la famille. Est-ce que ça ne peut pas freiner l'essor du mouvement ? Écoutez, j'espère que ce qui freinera l'essor du mouvement, c'est d'abord qu'on puisse, je le disais, écrire une page d'espoir, et puis que quand même la société politique française rappelle que les Français qui votent pour l'extrême droite
ne sont pas forcément des racistes, des gens à exclure, etc. Ils ont simplement émis un cri. Par contre, ils votent pour des gens qui sont racistes, xénophobes et qui sont profondément anti-français. C'est l'anti-France quand Marine Le Pen explique qu'elle veut qu'on quitte l'Union européenne, qu'on sorte de l'euro. Elle cherche, comme toujours à l'extrême droite, à affaiblir la France. Parce que ces gens-là ont une caractéristique. Plus ça va mal pour les Français, mieux ça va pour eux. Regardez, à chaque fois qu'on est en période de croissance, de plein emploi, etc., l'extrême droite recule. Et quand ça va mal, elle monte. C'est vrai en France, c'est vrai ailleurs. Ces gens-là ont un fonds de commerce, le malheur des gens. Et à chaque fois qu'ils ont la possibilité de l'aggraver, sortons de l'euro pour que la France soit ruinée et que les Français soient plus pauvres, ça les arrangerait. À chaque fois que la France a un conflit avec l'extérieur, comme ça s'est produit par exemple avec Saddam Hussein à l'époque, ils sont allés soutenir Saddam Hussein. À chaque fois, ils sont toujours dans l'anti-France. Ces gens-là font semblant de défendre la France alors que c'est réellement l'anti-France. C'était vrai avant la Seconde Guerre mondiale, c'est malheureusement vrai au début du XXIe siècle. Il nous reste quelques minutes, Jean-Christophe Lagarde. Le kidnapping de 3 adolescents israéliens par des Palestiniens extrémistes, un nouveau palier dans la violence et du jamais vu jusqu'à présent. Est-ce qu'Israël a raison d'attribuer cela à la nouvelle alliance entre le Fatah et le Hamas ? Je n'ai pas la prétention d'avoir le niveau de renseignement de l'État d'Israël, et je pense que l'État d'Israël a des services de renseignement extrêmement performants, donc ils savent de quoi ils parlent. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vraiment, cette répétition, parce que c'est la première fois, mais ce n'est pas la première violence, et c'est malheureusement pas la dernière, cette répétition des violences, et qui s'en prend là à des enfants, dans des conditions assez surprenantes, choquantes bien sûr, mais surprenantes, il y en a marre, et il faudrait quand même trouver un processus de paix viable. Je ne crois pas qu'il y ait de guerre gagnable. Si elle avait dû être gagnée, elle serait gagnée depuis longtemps. Et un processus de paix viable, ça nécessite, peut-être comme on l'a fait il y a bien longtemps avec l'Allemagne et la France, qui se sont si longtemps combattus, ça nécessite de trouver des chemins de coopération, d'intérêt commun. Sinon, il y aura encore beaucoup d'enfants enlevés. J'espère que les services de sécurité israéliens pourront les libérer. J'espère que les services secrets occidentaux, s'ils peuvent aider, le feront naturellement. Mais cet épisode dramatique n'est qu'un sur une longue route dont il faudrait qu'on trouve la voie de sortie. Un mot sur l'Irak. Ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays, c'est chronique d'une annonce prévisible, ou est-ce que c'était un tort de la part des Américains de partir trop tôt ? C'était surtout un tort d'y aller. Moi, je suis désolé, mais je ne manifeste pas de profession. Ce n'est pas mon truc de défiler dans les rues, mais j'ai défilé dans les rues à l'époque de Jacques Chirac contre la guerre en Irak, la deuxième guerre en Irak, parce que les Américains ont créé une situation absolument ingérable aujourd'hui. Et quand vous entendez que les Américains vont se retrouver alliés avec l'Iran pour protéger le pouvoir irakien chiite contre les intégristes sunnites, on voit quand même que si Saddam Hussein était vraiment un sale type, on est allé avec les gros sabots américains, la méconnaissance totale des cultures locales, déclencher des guerres dramatiques qui ne sont pas prêtes de s'éteindre. Je crois que les Américains seront obligés d'intervenir. Ils se mettront peut-être en coopération sur ce point-là avec les Iraniens. En tout cas, la stabilité dans la région, elle n'est pas pour demain. Vous savez, l'Occident n'a pas à essayer à imposer par la force son mode de fonctionnement et son mode de démocratie dans le monde entier. Quand nous l'avons fait, on a toujours échoué. Enfin, quand les Américains l'ont fait, on a toujours échoué. La France et Jacques Chirac avaient bien raison de dire « Attention, là, vous allez au-delà de ce que vous êtes capable de faire ». 2 questions pour finir. On va vous demander des réponses rapides avant la question MyBooks. D'abord, la reconduction de la grève à la SNCF pourrait... Un scandale. Je vous permettez de dire parce que personne ça pourrait perturber le bon déroulement du baccalauréat. Les syndicalistes prennent un risque lourd dans cette affaire. Il y a le bac, c'est un problème, c'est évidemment choquant. Mais pardon de dire une chose, personne ne le dit, je suis surpris de ça. Il y a 10 ans, il y a eu une réforme de la SNCF contre les mêmes syndicats, contre laquelle les mêmes syndicats se sont battus avec virulence et sur des grèves longues. La réforme à l'époque, c'était que ceux qui géraient les rails et ceux qui géraient les trains, au lieu d'être une seule entreprise, devenaient 2 entreprises. Il y avait la SNCF, puis on a fait SNCF, RFF. 10 ans après, on dit finalement c'est une erreur et on va prendre ceux qui gèrent les rails et ceux qui gèrent les trains et on va les remettre tous dans la même entreprise. Et ils font la même grève, aussi longue, manifestement, aussi dure, aussi déterminée, alors que c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'ils font grève contre ceux
qu'il réclamait il y a 10 ans. Oui, mais c'est quand même le symptôme d'une dégradation d'une partie du syndicalisme français. Tout ça parce qu'il y a une course en sac entre la CGT et Sudrail pour essayer de faire des adhérents et des voix dans leurs élections professionnelles. Et on a un gouvernement d'amateurs qui tombe totalement dans le piège. Et les Français sont victimes de ça jusqu'au bachelier demain matin. C'est vraiment n'importe quoi. Et c'est un baromètre très inquiétant pour notre pays qu'on en soit là. Le ferroviaire a besoin d'évoluer. Il y a eu une erreur commise il y a 10 ans. Très franchement, ceux qui faisaient la grève contre l'erreur commise il y a 10 ans ne peuvent pas faire la grève contre le fait qu'on ne la répare. Aujourd'hui, on est dans la grève préventive. Oui, mais si un jour il y avait un projet de privatisation, il ne s'agit absolument pas de ça. Arrêtons de prendre les Français en otage. Alors avec une ça. actualité un petit peu plus souriante. La Coupe du Monde de football. Vous les voyez aller jusqu'où, les Français ? J'espère qu'ils iront au moins en quart de finale. S'ils pouvaient aller plus loin, tant mieux. Supportons-les. Dans cette période française, avec notre caractère râleur, on aime bien râler contre tout. Du moment qu'ils ne nous font pas honte et qu'ils ne font pas grève, supportons-les et faisons en sorte. Nous faire oublier ce qui s'est passé en Afrique du Sud il y a 4 ans. Voilà, exactement. Et puis écoutez, prenons un peu de bonheur, un peu de plaisir. Allons-y, quoi. Il me semble qu'ils ont un esprit beaucoup plus sympa que ce qu'on a vu il y a 4 ans, beaucoup moins d'enfants gâtés, à eux de le prouver sur le terrain maintenant. Vous allez regarder ce soir Oui, je vais regarder. J'ai pas beaucoup de temps pour regarder en ce moment, mais celui-là, je vais le regarder. Rien que pour voir si je me trompe pas. Il me semble que Didier Deschamps leur a donné un petit peu de l'esprit de 98. Je sais pas s'ils iraient jusque-là, mais au moins un peu ce que disait Aimé Jacquet, de la modestie, du travail, et après on peut avoir des résultats. La question c'est pareil pour le centre, vous voyez. La question MyBook, c'est un site d'information littéraire et en partenariat, nous vous posons la question, quel est votre livre de chevet? Quel livre lisez-vous en ce moment? Je suis en train de terminer la trilogie L'autre monde de Maxime Chatham. Voilà. C'est vachement sympa. J'ai pas envie de raconter parce qu'en fait l'histoire est très complexe, très, très fantastique, mais in fine, quand on arrive à la fin, ça parle de la difficulté de l'adolescence et du rapport au monde des adultes, qui est d'ailleurs appelé les cyniques dans le livre. Et comme ma fille a 12 ans et qu'elle rentre dans ce monde d'adolescence où on se dit qu'on va devenir adulte et que c'est pas si simple de trouver sa place, voilà, c'est une vraie belle... un vrai beau roman fantastique. C'est vachement bien écrit, j'ai dévoré ça. Voilà. Merci Jean-Christophe Lagarde, député de Seine-Saint-Denis, maire de Drancy, secrétaire général de l'UDI.